Le bruit des voitures filait sans discontinuer sur l'aire d'autoroute, indifférent à la tension qui s'était installée entre eux. Pablo marchait de long en large, les épaules raides, le regard dur, comme s'il cherchait à contenir une rage qui menaçait d'exploser à tout instant. Caroline, elle, restait figée près d'un banc, les bras croisés contre sa poitrine, le visage fermé. L'absence de Martin, laissé derrière eux après la dispute, pesait déjà comme une anomalie, une fracture invisible dans l'ordre des choses. Lorsqu'Hugo arriva pour les récupérer, l'atmosphère était déjà chargée d'une électricité malsaine. Pablo ne chercha même pas à masquer son mépris. Les mots sortirent de sa bouche avec une violence presque libératrice. Martin n'était qu'une ordure, un homme incapable de respecter qui que ce soit, encore moins sa propre famille. Ce jugement, Pablo le portait en lui depuis longtemps, nourri par des mois d'humiliation, de contrôle, de regards qui jugeaient sans jamais comprendre. Caroline, à l'entendre, sentit une brûlure lui traverser la poitrine. Elle ne supportait pas qu'on parle ainsi de Martin, même après la dispute. Sa voix se fit sèche, presque cassante. Les torts étaient partagés, dit-elle. Rien n'était jamais tout blanc ou tout noir. Elle se sentait obligée de le défendre, comme si reconnaître la violence de Martin revenait à admettre sa propre faiblesse, son incapacité à avoir protégé son fils. Dans la voiture, le silence se fit lourd. Les kilomètres défilaient, mais aucun d'eux ne semblait réellement avancer. Pablo regardait par la fenêtre, le poing serré, tandis que Caroline, immobile, laissait ses pensées dériver vers Martin. Malgré la colère, malgré la dispute, une inquiétude sourde s'installait déjà. Pourquoi ne répondait-il pas? Pourquoi ce silence obstiné? Pendant ce temps, à des kilomètres de là, le décor était tout autre. La mer s'étendait à perte de vue, calme, presque irréelle. Yann et Lucie marchaient sur la plage, leurs pas s'enfonçant dans le sable humide. Pour une fois, ils n'avaient pas besoin de se cacher, pas besoin de surveiller leurs gestes ou leurs paroles. Lucie savourait cet instant avec une intensité particulière, consciente de sa rareté. Elle proposa d'immortaliser le moment, une simple photo, un souvenir figé dans le temps. Yann accepta avec un sourire un peu distrait. Lucie plaisanta en lui promettant de ne pas en faire son fond d'écran, comme pour désamorcer la gravité de l'instant. Il sortit alors un petit bracelet, délicat, choisi avec soin. Un cadeau simple, mais chargé de sens. Lucie sentit son cœur se serrer. Ce geste confirmait ce qu'elle ressentait déjà, ce week-end n'était pas anodin. Le temps sembla suspendu lorsque, presque spontanément, Lucie laissa échapper un « je t'aime ». Elle se jeta dans ses bras, comme si ce mot avait enfin trouvé sa place. Yann resta un instant immobile, surpris, mais ne la repoussa pas. Il la serra contre lui, partagé entre la douceur du moment et une angoisse diffuse qui commençait à poindre. Un peu plus tard, Lucie décida de ne plus fuir. Elle creva l'abcès, consciente que le non-dit finirait par les détruire. Elle lui avoua être tombée amoureuse, ne plus pouvoir garder ce secret enfoui. Sa voix tremblait légèrement, mais son regard restait déterminé. Elle voulait la vérité, même si elle faisait peur. Yann l'écouta, silencieux. Il finit par lui demander s'il devait continuer à se voir. Lucie répondit sans hésiter. Oui, chacun continuerait sa vie, sans promesses irréalistes, sans exigences. Ils s'appelleraient, se reverraient, quand ce serait possible. Une solution fragile, presque bancale, mais qui leur permettait de ne pas renoncer. Dans l'appartement, Caroline et Pablo étaient de retour. L'espace semblait plus étroit, comme si les murs eux-mêmes ressentaient la tension qui les habitait. Caroline tenta d'appeler Martin. Une fois, 2 fois, aucune réponse. L'inquiétude se transforma peu à peu en culpabilité. Elle se reprochait déjà de ne pas être montée dans la voiture avec lui, de l'avoir laissé partir seul. Pablo, lui, voyait les choses autrement. Il s'énerva, laissant éclater une colère qu'il n'avait jamais vraiment contenue. Pour lui, ce silence n'était qu'une nouvelle manipulation, une façon pour Martin de faire payer à Caroline leur dispute. Il le traita de taré, sans ménagement. Ces mots claquèrent dans l'air, blessants, définitifs. Caroline sentit la panique l'envahir. Elle ne parvenait plus à distinguer ce qui relevait de la peur, de l'amour ou de la dépendance. Hugo finit par repartir au travail, laissant mère et fils seuls avec leurs pensées. Peu de temps après, son téléphone sonna. La voix de Baker à l'autre bout du fil était grave. Trop grave. Hugo revint précipitamment à l'appartement. Son visage avait changé, marqué par une tension qu'il ne parvenait pas à dissimuler. Il annonça la nouvelle d'une voix basse, presque étranglée. Martin avait eu un accident de voiture. Il était mort. Le monde s'effondra instantanément. Caroline n'eut pas le temps de comprendre. La phrase résonna en elle comme un coup de tonnerre. Ses jambes se dérobèrent, et elle fit un malaise, glissant presque au sol. Pablo la rattrapa, le cœur battant à tout rompre. Il la voyait s'effondrer, incapable de respirer, prisonnière d'une douleur trop brutale.
À cet instant précis, quelque chose se brisa aussi en lui. La colère, la haine, les mots qu'il avait prononcés quelques heures plus tôt lui revinrent en pleine figure. Il avait souvent souhaité que Martin disparaisse, qu'il cesse de leur faire du mal. Et maintenant que c'était arrivé, il ne ressentait pas la victoire qu'il avait imaginée. Seulement un vide immense, mêlé à une culpabilité écrasante. Pendant ce temps, Johanna appelait Yann. Elle revenait de son week-end, pleine d'une énergie qu'elle voulait partager. Elle lui demanda ce qu'il avait fait, avec cette légèreté qui masquait une attente sincère. Yann écourta rapidement la conversation, prétextant du travail. Il ne parvenait pas à aligner ses pensées, encore bouleversé par ce qu'il avait vécu avec Lucie. Sabine reçut à son tour l'appel d'Hugo. L'annonce de la mort de Martin la laissa sous le choc. Elle resta un instant silencieuse, comme si les mots ne trouvaient pas leur place. Ève tenta de la rassurer, de l'ancrer dans le présent, mais la tristesse était déjà là, diffuse, pesante. Lucie, de son côté, confia à Muriel ce qu'elle avait osé dire à Yann. Elle avoua son amour, son envie de fonder une famille, sans pour autant lui demander de quitter Johanna. Elle se sentait étrangement plus légère, malgré la peur. Ce week-end avait été une parenthèse hors du temps, un moment où ils avaient pu être eux-mêmes, sans se cacher. Mais l'angoisse revenait. Quelle décision Yann allait-il prendre? Muriel, plus lucide, partagea ses doutes avec Boris. Elle craignait que Lucie ne s'engage à nouveau dans une histoire vouée à la faire souffrir. À la maison, Nora vint voir Pablo. Elle avait eu très peur en apprenant la nouvelle. Pablo peinait à réaliser que Martin, son beau-père, était vraiment mort. Les souvenirs affluaient, mêlés aux pensées qu'il aurait préféré oublier. Il avoua à Nora avoir souvent souhaité sa mort. Maintenant que ce souhait s'était réalisé, il se sentait mal, presque indigne de continuer à vivre normalement. Caroline, elle, était inconsolable. Son monde s'écroulait sous ses yeux. Elle se répétait qu'elle aurait dû partir avec Martin, qu'elle aurait peut-être pu empêcher l'accident. Chaque hypothèse devenait une torture supplémentaire. Elle se demandait ce qu'elle allait devenir sans lui, incapable d'imaginer un avenir dépourvu de cette présence, même toxique. Pablo, malgré son propre chaos intérieur, tenta de la rassurer. Il lui promit de rester, de ne pas l'abandonner. Ces mots, simples, portaient une responsabilité immense. Il se retrouvait soudain dans un rôle qu'il n'avait jamais vraiment choisi, celui du pilier, alors qu'il se sentait lui-même sur le point de s'effondrer. La nuit avançait, lourde de silence et de pensées inavouées. Chacun, à sa manière, faisait face à une réalité nouvelle, brutale. Rien ne serait plus jamais comme avant. Et sans encore le savoir, tous venaient d'entrer dans une spirale où culpabilité, mensonge et amour interdit allaient s'entremêler dangereusement. La maison semblait soudain étrangère à Caroline. Chaque objet, chaque meuble lui renvoyait l'écho d'une vie qui venait de s'éteindre brutalement. Elle restait assise, le regard perdu dans le vide, incapable de pleurer vraiment, comme si son corps refusait encore d'admettre l'ampleur de la perte. Le malaise l'avait laissée faible, vidée, et pourtant son esprit tournait sans relâche autour d'une seule pensée obsédante, elle aurait dû être avec lui. Pablo l'observait à distance, impuissant. Il se sentait coupable de respirer encore normalement, coupable de ne pas être effondré comme elle. En lui, deux sentiments contradictoires s'entrechoquaient avec une violence sourde. D'un côté, un soulagement qu'il n'osait même pas nommer, cette sensation honteuse que la menace constante que représentait Martin avait disparu. De l'autre, une culpabilité écrasante, presque physique, à l'idée d'avoir souhaité ce qui venait de se produire. Caroline finit par murmurer que si elle était montée dans la voiture avec Martin, rien de tout cela ne serait arrivé. Sa voix était à peine audible, mais chaque mot frappait Pablo comme un reproche silencieux. Elle se voyait déjà sur cette route, imaginant 1000 scénarios où sa présence aurait changé le cours des choses. Elle aurait parlé, insisté, demandé de ralentir. Elle se persuadait qu'elle aurait pu empêcher l'accident, sans aucune preuve, seulement pour donner un sens à l'absurde. Pablo tenta de la raisonner, maladroitement. Il lui dit que personne ne pouvait prévoir un tel drame, que se torturer ainsi ne servirait à rien. Mais ses paroles sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Comment convaincre sa mère alors qu'il n'était lui-même pas convaincu? Il sentait bien que ses mots manquaient de sincérité, contaminés par la honte qu'il portait en silence. Dans une autre partie de la ville, Johanna rentrait enfin chez elle, tirant sa valise derrière elle. Elle était fatiguée, mais heureuse de retrouver Yann. Pourtant, dès qu'elle franchit la porte, elle sentit que quelque chose n'allait pas. L'appartement était froid, presque hostile. Le frigo vide, l'absence de traces de vie durant tout le week-end, tout lui donnait l'impression d'être revenu dans un lieu qu'on avait déserté. Yann tenta de jouer la comédie, mais son regard fuyant le trahissait. Johanna plaisanta sur le t-shirt qu'elle lui avait rapporté de Dublin, un cadeau volontairement kitsch, persuadée que cela le ferait rire. Mais Yann était ailleurs. Il répondit vaguement,
prétexta la fatigue, une semaine difficile, trop de travail. Chaque excuse sonnait un peu plus faux que la précédente. Quand Johanna ouvrit le frigo et constata qu'il n'y avait rien à manger, une irritation sourde monta en elle. Elle lui reprocha doucement de ne pas avoir fait les courses. Yann répondit qu'il avait commandé tout le week-end, sans entrer dans les détails. Elle proposa de faire des pâtes, cherchant à rétablir une forme de normalité. Il coupa court, disant qu'il était trop fatigué. Ce refus banal creusa pourtant un fossé invisible entre eux. Johanna le regarda longuement, cherchant à comprendre ce qui lui échappait. Elle lui demanda clairement quel était le problème. Yann éluda, encore. Il n'avait pas la force d'affronter la vérité, ni avec elle, ni avec lui-même. Les mots de Lucie, sa déclaration, son envie de construire quelque chose de réel, résonnaient encore trop fort en lui. Pendant ce temps, Lucie tentait de retrouver une forme de calme. Elle racontait son week-end à Muriel avec un mélange d'enthousiasme et d'angoisse. Elle se souvenait de chaque instant passé avec Yann, de cette liberté retrouvée, du fait qu'il n'avait pas eu besoin de se cacher. Pour elle, c'était plus qu'une parenthèse, c'était une révélation. Elle ne regrettait pas d'avoir dit « je t'aime ». Au contraire, elle se sentait enfin honnête avec elle-même. Mais cette légèreté était fragile. Dès qu'elle se retrouvait seule, le doute revenait. Yann allait-il assumer ce qu'il venait de vivre? Allait-il continuer à mentir à Johanna, ou trouver le courage de faire un choix? Lucie oscillait entre espoir et peur, consciente qu'elle avait ouvert une porte qu'il serait impossible de refermer sans dégâts. Muriel, plus prudente, confia ses inquiétudes à Boris. Elle connaissait trop bien ce genre d'histoire, ces relations construites sur le mensonge, où l'un des deux finit toujours par être brisé. Elle craignait que Lucie ne répète un schéma douloureux, en s'attachant à un homme incapable de trancher. Chez Caroline, la nuit avançait lentement. Le silence devenait oppressant, presque violent. Chaque bruit, chaque craquement de l'appartement la faisait sursauter, comme si Martin allait apparaître d'un instant à l'autre. Elle répétait inlassablement qu'elle ne savait pas comment elle allait faire sans lui. Malgré les souffrances qu'il lui avait infligées, il était devenu le centre de son existence, et son absence la laissait sans repère. Pablo s'assit près d'elle, prenant enfin conscience de la responsabilité qui pesait désormais sur ses épaules. Il lui promit encore une fois qu'il resterait, qu'il serait là quoi qu'il arrive. Ce n'était pas une phrase lancée à la légère, mais un engagement lourd, presque écrasant. Il se demandait s'il serait à la hauteur, s'il saurait soutenir sa mère alors qu'il se sentait lui-même en morceaux. Plus tard, Noura revint le voir. Elle sentit immédiatement que Pablo n'était plus le même. Il parlait peu, comme vidé. Lorsqu'il finit par avouer qu'il avait souvent souhaité la mort de Martin, sa voix se brisa. Il ne se reconnaissait plus dans ses pensées passées, mais elles revenaient le hanter avec une cruauté implacable. Il avait l'impression d'avoir provoqué le destin, même s'il savait rationnellement que c'était absurde. Noura tenta de le rassurer, lui rappelant que penser n'était pas agir, que personne n'était responsable d'un accident imprévisible. Mais Pablo n'arrivait pas à s'en convaincre. Il voyait le visage de sa mère, détruite, et se demandait s'il aurait un jour le droit de ressentir autre chose que de la honte. À mesure que la nuit avançait, chacun se retrouvait seul face à ses choix, à ses mensonges, à ses regrets. La mort de Martin avait tout bouleversé, révélant des failles déjà présentes, amplifiant des tensions prêtes à éclater. Rien n'était encore dit, rien n'était réglé. Mais une chose était certaine, pour Pablo, pour Caroline, pour Yann et pour Lucie, le point de non-retour venait d'être franchi. Le matin se leva sans douceur, comme une intrusion brutale dans une nuit qui n'avait apporté aucun apaisement. Caroline ouvrit les yeux avec difficulté, désorientée, comme si elle s'était réveillée dans une réalité qui ne lui appartenait plus. Pendant quelques secondes, elle eut l'illusion que tout cela n'était qu'un cauchemar, que Martin était simplement parti, fâché, prêt à revenir. Puis la mémoire revint, implacable, et avec elle une douleur sourde qui lui serra la poitrine. Elle se redressa lentement, le corps lourd, l'esprit engourdi. Chaque geste lui demandait un effort démesuré. Dans la cuisine, la chaise vide face à elle semblait la fixer, rappel muet de l'absence. Elle posa sa tasse sans même boire, incapable de supporter le silence qui régnait dans l'appartement. Elle murmura le prénom de Martin, presque malgré elle, comme une habitude qui refusait de mourir. Pablo se leva à son tour, les traits tirés, les yeux rougis par une nuit sans sommeil. Il observait sa mère avec une inquiétude grandissante. Elle semblait flotter, détachée du monde, comme si quelque chose en elle s'était définitivement brisé. Il tenta de lui parler, de lui proposer de manger quelque chose, mais elle secoua la tête. Elle n'avait faim de rien, sinon de réponses qu'elle savait impossibles. Peu à peu, Caroline se mit à parler, sans vraiment s'adresser à lui. Elle évoquait les derniers mots échangés avec Martin, la violence de la dispute,
les reproches lancés trop vite. Chaque souvenir devenait une accusation. Elle se reprochait de ne pas avoir cédé, de ne pas avoir cherché à calmer les choses, persuadée qu'un simple geste aurait pu changer le cours de cette journée fatale. Sa voix se chargeait de sanglots qu'elle tentait de retenir, comme si pleurer revenait à accepter définitivement la mort de Martin. Pablo sentit la culpabilité l'écraser un peu plus. Il revoyait la scène sur l'aire d'autoroute, ses mots pleins de haine, son désir presque conscient que Martin disparaisse. Ses pensées lui revenaient en boucle, transformant chaque tentative de réconfort en une épreuve. Il se demandait comment soutenir sa mère alors qu'il avait l'impression d'être, d'une certaine manière, complice de sa douleur. Il finit par s'isoler dans sa chambre, cherchant un refuge qu'il savait illusoire. Assis sur son lit, il laissa ses pensées dériver vers Martin. Les souvenirs n'étaient pas tous noirs. Il y avait eu des moments de calme, des instants presque normaux, qui rendaient la situation encore plus complexe. Cette ambivalence le rendait fou. Il ne parvenait pas à haïr complètement un homme qui venait de mourir, pas plus qu'il ne pouvait oublier tout ce qu'il leur avait fait subir. Dans un autre quartier, Yann se préparait pour aller travailler. Il se regardait dans le miroir, tentant de se donner une contenance. Les traits de son visage trahissaient la fatigue, mais aussi un trouble plus profond. Il repensait à Johanna, à son regard interrogateur de la veille, et à Lucie, à cette déclaration qui avait bouleversé ses certitudes. Il se sentait pris au piège, incapable de faire un choix sans provoquer un séisme. Sur le chemin, il répétait mentalement les mensonges qu'il avait déjà servis, cherchant à les rendre cohérents. Chaque justification ajoutait pourtant une couche de malaise. Il savait qu'il s'enfonçait, mais l'idée d'affronter Johanna, de reconnaître sa trahison, lui paraissait insurmontable. Il préférait encore cette existence bancale, faite de silence et de faux-semblants, à la brutalité d'une vérité assumée. Johanna, de son côté, tentait de reprendre le cours normal de sa vie. Elle rangeait ses affaires, essayait de se concentrer sur des détails insignifiants pour ne pas penser à l'attitude étrange de Yann. Pourtant, un doute persistant s'installait. Elle connaissait trop bien son compagnon pour ne pas sentir que quelque chose lui échappait. Chaque petit détail, le frigo vide, les réponses évasives, prenaient soudain une importance démesurée. Elle se surprit à se demander s'il y avait quelqu'un d'autre. Cette pensée la heurta violemment, mais elle refusa d'y croire sans preuve. Elle oscillait entre confiance et inquiétude, consciente que poser la question frontalement risquait de tout faire basculer. Elle choisit pour l'instant le silence, tout en sachant qu'il serait de courte durée. Lucie, elle, essayait de se replonger dans son quotidien, mais son esprit restait accroché à ce week-end hors du temps. Elle repensait aux gestes de Yann, à ses silences, à la manière dont il avait accueilli sa déclaration. Elle savait qu'elle avait pris un risque, mais elle ne regrettait rien. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait dit la vérité sur ce qu'elle ressentait, et cela lui donnait une force nouvelle. Pourtant, l'attente la rongeait. Chaque notification sur son téléphone faisait battre son cœur un peu plus vite. Elle guettait un message, un signe, une décision. Cette incertitude la mettait dans un état de tension permanent, partagé entre l'espoir d'un avenir possible et la peur d'un rejet déguisé. Chez Caroline, la journée avançait lentement. Elle finit par s'effondrer en larmes, laissant enfin sortir une douleur qu'elle avait trop longtemps contenue. Pablo accourut, la prit dans ses bras, tentant de lui offrir un réconfort qu'il ne savait pas vraiment donner. Elle répétait qu'elle ne savait pas comment vivre sans Martin, que tout lui semblait vide, inutile. Pablo se força à rester fort, à ne pas laisser transparaître son propre chaos. Il se fit la promesse silencieuse de protéger sa mère, même si cela signifiait mettre ses propres émotions de côté. Mais au fond de lui, une question le hantait déjà. Combien de temps tiendrait-il avant de s'effondrer à son tour ? La mort de Martin continuait de produire des ondes de choc, touchant chacun différemment, révélant des failles que personne ne pouvait plus ignorer. Les masques commençaient à se fissurer, et la suite s'annonçait inévitablement plus douloureuse encore. Les heures s'étiraient avec une lenteur presque cruelle. Pour Caroline, le temps semblait avoir perdu toute logique. Elle passait d'une pièce à l'autre sans but précis, effleurant les objets laissés par Martin comme s'ils pouvaient encore lui transmettre une trace de sa présence. Son manteau pendu derrière la porte, ses chaussures rangées trop soigneusement, tout devenait un rappel insupportable de ce qui n'existait plus. Elle s'arrêta longuement devant la fenêtre, observant la rue en contrebas. Les passants continuaient leur vie, indifférents à la tragédie qui venait de frapper la sienne. Cette normalité la révoltait presque. Comment le monde pouvait-il continuer à tourner alors que le sien s'était arrêté net ? Elle se sentit soudain terriblement seule, abandonnée dans un chagrin qu'elle ne parvenait pas à partager pleinement. Pablo restait attentif au moindre de ses gestes, inquiet de la voir sombrer davantage. Il surveillait ses silences, ses absences,
craignant qu'elle ne s'enferme définitivement dans sa douleur. Il tenta de l'impliquer dans des choses simples, de lui proposer une promenade, un repas, n'importe quoi qui puisse la rattacher à la réalité. Caroline refusait presque systématiquement, comme si accepter revenait à trahir le souvenir de Martin. À plusieurs reprises, elle revint sur la même idée obsédante. Si elle avait pris la route avec lui, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle se voyait déjà sur le siège passager, parlant, tentant d'apaiser la colère de Martin, l'obligeant à ralentir. Cette reconstruction imaginaire devenait une torture quotidienne. Plus elle y pensait, plus elle s'en voulait, s'accusant d'avoir choisi la facilité plutôt que la réconciliation. Pablo l'écoutait, impuissant. Chaque fois qu'elle parlait ainsi, il ressentait une douleur sourde, mêlée à une peur profonde. Il redoutait que sa mère ne se perde dans ses hypothèses sans fin, qu'elle se punisse elle-même pour une faute qu'elle n'avait pas commise. Mais il n'osait pas la contredire frontalement. Il avait trop peur de la briser davantage. En lui, la culpabilité continuait de grandir. Il se souvenait de ses pensées les plus sombres, de ces moments où il avait sincèrement souhaité la disparition de Martin. Aujourd'hui, ce souhait lui paraissait monstrueux. Il avait l'impression d'avoir franchi une ligne invisible, celle qui séparait la colère légitime d'un désir qu'il jugeait désormais impardonnable. Cette honte l'isolait, même face à Noura, qui tentait pourtant de rester présente. Lorsqu'elle revint le voir, Pablo eut du mal à se confier. Il se contenta de phrases vagues, incapable de formuler clairement ce qu'il ressentait. Noura percevait bien qu'il se débattait avec quelque chose de plus profond, mais elle respecta son silence. Elle se contenta de rester là, consciente que parfois, la présence comptait plus que les mots. Pendant ce temps, chez Yann et Johanna, la tension montait imperceptiblement. Leur quotidien reprenait en apparence, mais chaque échange semblait chargé d'un malaise latent. Johanna observait Yann avec une attention nouvelle, guettant le moindre signe, le moindre faux pas. Elle remarqua ses absences, ses moments de distraction, ce regard qui fuyait lorsqu'elle tentait d'aborder des sujets plus personnels. Yann, de son côté, se sentait de plus en plus pris au piège. Il avait l'impression de vivre deux vies parallèles, chacune réclamant une part de lui qu'il n'arrivait plus à donner sans se perdre. Avec Johanna, il jouait le rôle du compagnon fatigué, distant mais présent. Avec Lucie, il était cet homme plus sincère, plus vivant, mais aussi plus lâche, incapable de prendre une décision claire. Lucie attendait. Cette attente devenait une épreuve quotidienne. Elle se surprenait à analyser chacun de leurs échanges passés, cherchant des indices, des promesses implicites. Elle savait que Yann n'était pas prêt à tout bouleverser du jour au lendemain, mais elle espérait au moins un geste, une parole qui prouverait qu'elle n'avait pas rêvé leur connexion. Muriel, toujours lucide, tentait de la ramener à la réalité. Elle lui rappelait que l'indécision de Yann n'était pas un hasard, mais un choix en soi. Lucie l'entendait, mais refusait encore d'y croire pleinement. Elle s'accrochait à l'idée que l'amour finirait par l'emporter sur la peur. Chez Caroline, la fatigue finit par s'abattre brutalement. Elle s'assit, comme vidée de toute énergie, et laissa échapper quelques mots qui glacèrent Pablo. Elle se demandait ce qu'elle allait devenir désormais, comment se reconstruire sans Martin, même après tout ce qu'ils avaient traversé. Elle avait l'impression que son identité entière était liée à lui, et que sans cette relation, il ne restait plus grand-chose. Pablo se rapprocha d'elle, lui rappelant qu'elle n'était pas seule, qu'il était là. Il tenta de lui redonner une place qui ne soit pas uniquement celle de la veuve endeuillée. Mais Caroline avait du mal à l'entendre. Elle se sentait perdue, comme si l'avenir s'était soudain effacé devant elle. La mort de Martin continuait de faire éclater les vérités enfouies. Les liens se redessinaient dans la douleur, les masques tombaient lentement. Chacun avançait à tâtons, conscient que la moindre décision, la moindre parole, pouvait désormais avoir des conséquences irréversibles. La fatigue psychique de Caroline devenait de plus en plus visible. Elle ne dormait presque plus, ou seulement par fragments, se réveillant en sursaut avec l'impression que Martin allait entrer dans la pièce. Chaque réveil était une nouvelle chute. Elle mettait quelques secondes à se souvenir, puis la réalité s'abattait à nouveau sur elle avec la même violence. Cette répétition de la douleur finissait par l'user, par la rendre plus fragile encore. Pablo, de son côté, vivait dans un état d'alerte permanent. Il surveillait les nuits de sa mère, son appétit inexistant, ses regards perdus. Il avait peur de la laisser seule, peur qu'elle s'enfonce dans un désespoir dont il ne pourrait plus la sortir. Cette responsabilité nouvelle pesait sur lui comme un fardeau trop lourd pour ses épaules. Il avait l'impression d'avoir grandi brutalement, sans transition, arraché à sa place de fils pour devenir un rempart. Mais ce rôle lui coûtait cher. Plus il tentait d'être fort pour Caroline, plus il refoulait ce qui le rongeait de l'intérieur. La culpabilité prenait désormais la forme d'une obsession.
Il repassait sans cesse les événements dans sa tête, comme s'il cherchait à se punir. Les mots qu'il avait prononcés contre Martin, sa haine assumée, ses pensées les plus sombres, tout revenait le hanter avec une précision cruelle. À plusieurs reprises, il fut tenté d'en parler à sa mère, de lui avouer ce qu'il avait ressenti avant l'accident. Mais chaque fois, il se ravisait. Il n'avait pas le droit d'ajouter ce poids à la douleur déjà immense de Caroline. Il se condamna donc au silence, convaincu que cette vérité devait mourir avec lui. Nora sentait bien que Pablo se refermait. Elle tenta de le faire parler, de lui offrir un espace où il pourrait déposer ce qu'il portait. Mais Pablo restait évasif, se contentant de dire qu'il devait être là pour sa mère. Derrière cette excuse se cachait une peur plus profonde, celle d'être jugé, même par quelqu'un qu'il aimait sincèrement. Chez Yann et Johanna, la tension devint plus palpable. Les silences s'allongeaient, les conversations se faisaient mécaniques. Johanna avait cessé de poser des questions directes, mais son regard parlait pour elle. Elle observait Yann comme on observe quelqu'un qu'on ne reconnaît plus vraiment. Chaque absence mentale, chaque réaction disproportionnée, renforçait son malaise. Yann, lui, commençait à perdre pied. Les mensonges s'accumulaient, se contredisaient parfois, l'obligeant à improviser sans cesse. Il vivait dans la peur constante de commettre une erreur, de laisser échapper un détail qui ferait tout basculer. Cette pression le rendait irritable, distant, presque agressif par moments. Il repensait souvent à Lucie, à ce week-end où il s'était senti vivant, sincère. Cette comparaison rendait son quotidien avec Johanna encore plus pesant. Il se détestait pour cette pensée, mais ne parvenait pas à l'empêcher. Plus il tentait de rester fidèle à sa vie officielle, plus il sentait qu'il s'en éloignait émotionnellement. Lucie, de son côté, commençait à douter sérieusement. L'absence de décision claire de Yann la blessait plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle oscillait entre la compréhension et la colère, entre l'envie de lui laisser du temps et celle de tout arrêter pour se protéger. Elle se demandait si elle n'avait pas idéalisé leur relation, si elle n'avait pas projeté sur lui des attentes qu'il n'était pas capable de satisfaire. Muriel, fidèle à sa lucidité, tenta encore une fois de la mettre en garde. Elle lui rappela que l'indécision de Yann avait déjà des conséquences, qu'attendre revenait à accepter de souffrir en silence. Lucie l'écoutait, mais son cœur refusait encore de lâcher prise. Elle avait besoin de croire que ce qu'elle avait ressenti n'était pas à sens unique. Chez Caroline, un moment de lucidité surgit au milieu de la douleur. Elle prit conscience, fugacement, de l'état de Pablo. Elle le vit épuisé, tendu, trop adulte pour son âge. Cette prise de conscience la troubla. Elle se rendit compte qu'en se laissant aller à son chagrin, elle risquait de l'entraîner avec elle. Cette pensée la fit culpabiliser à son tour. Elle tenta alors, maladroitement, de reprendre un semblant de contrôle. Elle se força à manger un peu, à poser des questions à Pablo sur sa journée, à montrer qu'elle était encore là, malgré tout. Ses efforts étaient fragiles, presque artificiels, mais ils témoignaient d'une lutte intérieure pour ne pas sombrer complètement. Pablo accueillit ces gestes avec un mélange de soulagement et de tristesse. Il voyait bien que sa mère se battait, mais il savait aussi que cette bataille serait longue. Il se demanda combien de temps ils pourraient tenir ainsi, à s'accrocher l'un à l'autre, sans que tout n'explose. Autour d'eux, les conséquences de la mort de Martin continuaient de se diffuser, lentement mais sûrement. Les relations se fragilisaient, les certitudes s'effondraient, et chacun avançait sur un fil, conscient que la moindre secousse pourrait tout faire basculer. La tension qui habitait Pablo finit par atteindre un point critique. Il se réveillait désormais avec une boule dans la gorge, comme si l'air lui manquait dès l'ouverture des yeux. Chaque matin était une épreuve supplémentaire, une répétition de la veille, sans perspective d'amélioration. Il se levait avant Caroline, tentant de prendre de l'avance sur la journée, mais cette anticipation ne faisait qu'amplifier son anxiété. Il avait le sentiment de vivre dans une maison où la douleur flottait en permanence, imprégnant les murs, les meubles, les silences. Caroline essayait de tenir, de montrer qu'elle n'allait pas complètement s'effondrer, mais Pablo voyait bien que ce contrôle était fragile. Il suffisait d'un mot, d'un souvenir, pour que tout vacille à nouveau. Cette instabilité permanente le mettait à bout. Un après-midi, alors qu'il rentrait chez lui, il trouva Caroline assise, immobile, le regard fixé sur une vieille photo de Martin. Elle ne pleurait pas, elle semblait ailleurs, enfermée dans un monde inaccessible. Pablo sentit une panique sourde l'envahir. Il eut peur qu'elle se détache totalement de la réalité, qu'elle s'enferme dans un deuil sans issue. Il tenta de lui parler, de la ramener à lui. Elle répondit vaguement, avec une voix lasse, comme si chaque mot lui coûtait un effort immense. Elle répéta encore qu'elle aurait dû partir avec Martin, qu'elle n'arrivait pas à se pardonner. Cette phrase, Pablo l'avait déjà entendue des dizaines de fois. Et pourtant, ce jour-là, elle eut sur lui un effet différent. Quelque chose céda en lui.
Il se sentit soudain submergé par une colère qu'il n'avait plus la force de contenir. Non pas contre Caroline, mais contre cette situation, contre Martin, contre lui-même. Il eut envie de crier, de dire qu'il n'en pouvait plus, qu'il étouffait sous ce poids qu'il n'avait pas choisi. Mais les mots restèrent coincés, remplacés par un silence tendu, presque agressif. Ce soir-là, Nora passa le voir. Elle sentit immédiatement que Pablo était à bout. Son regard était plus sombre, son attitude plus nerveuse. Il finit par craquer, laissant échapper quelques phrases décousues. Il parla de sa peur, de son sentiment d'être responsable de tout, de cette impression d'avoir franchi une limite en souhaitant la mort de Martin. Sa voix tremblait, et pour la première fois, il laissa apparaître sa fragilité sans chercher à la masquer. Nora l'écouta sans l'interrompre, consciente que ce moment était crucial. Elle tenta de lui faire comprendre qu'il n'était pas responsable des pensées qu'il avait eues, que la colère n'était pas un crime. Mais Pablo avait du mal à accepter cette idée. Pour lui, le simple fait d'avoir souhaité cette disparition suffisait à le condamner moralement. Il avait l'impression que la réalité venait de lui donner raison d'une manière atroce. Pendant ce temps, Caroline atteignait elle aussi ses limites. La fatigue accumulée, le manque de sommeil, la culpabilité constante finissaient par l'épuiser physiquement. Elle eut un moment de faiblesse, un vertige qui la força à s'asseoir. Ce signal alarma Pablo, qui comprit qu'il ne pourrait pas continuer longtemps ainsi sans aide extérieure. Mais l'idée de demander du soutien lui faisait peur. Elle signifiait reconnaître qu'il n'y arrivait pas seul. Chez Yann et Johanna, la situation se dégradait à vue d'œil. Johanna ne se contentait plus d'observer. Elle commençait à poser des questions plus précises, plus ciblées. Elle sentait que les explications de Yann ne tenaient plus vraiment debout. Certaines incohérences devenaient trop évidentes pour être ignorées. Les horaires, les excuses, les absences se contredisaient. Yann sentait le terrain lui glisser sous les pieds. Chaque échange devenait un exercice périlleux. Il devait réfléchir avant de répondre, peser ses mots, anticiper les réactions. Cette vigilance constante le vidait de toute énergie. Il se montrait parfois irritable, presque sur la défensive, ce qui ne faisait qu'alimenter les soupçons de Johanna. Lucie, de son côté, commençait à se protéger instinctivement. Elle prenait un peu de distance, tentant de ne plus attendre chaque message comme une bouée de sauvetage. Mais cette retenue était difficile à maintenir. Elle oscillait encore entre l'envie de croire à une issue positive et la peur d'avoir été entraînée dans une histoire sans avenir. La mort de Martin avait déclenché une chaîne de réactions incontrôlables. Les blessures enfouies remontaient à la surface, les équilibres fragiles se rompaient. Chacun avançait désormais au bord de la rupture, conscient que la suite ne pourrait être qu'un affrontement avec la vérité, quelle qu'elle soit. La rupture ne se produisit pas dans un éclat de voix ou une scène spectaculaire. Elle s'installa au contraire dans un silence lourd, presque étouffant, comme si chacun avait atteint un point où parler devenait inutile. Chez Caroline, cette prise de conscience fut progressive. Elle comprit, au fil des heures, que son chagrin ne disparaîtrait pas par la seule force de la culpabilité. Se punir ne ramènerait pas Martin. Et pourtant, renoncer à cette douleur lui donnait l'impression de le trahir une seconde fois. Assise face à Pablo, elle le regarda longuement, comme si elle le découvrait réellement pour la première fois depuis l'accident. Elle vit la fatigue sur son visage, la tension constante dans ses gestes, cette maturité forcée qu'il avait endossée trop vite. Cette vision la frappa plus violemment que toutes les pensées obsédantes sur Martin. Elle réalisa alors que son effondrement avait un prix, et que ce prix, c'était son fils qui le payait. Elle tenta de lui parler, maladroitement. Les mots sortaient difficilement, mais ils portaient une intention nouvelle. Elle reconnut qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi, qu'elle se sentait dépassée, perdue. Ce n'était pas une confession héroïque, ni une promesse de guérison immédiate. Simplement l'aveu d'une faiblesse, longtemps niée. Pablo l'écouta en silence, partagé entre un soulagement discret et une peur persistante. Il comprenait que ce moment était important, mais il savait aussi que rien ne serait simple. Pour lui, la culpabilité ne s'effaçait pas d'un coup. Elle restait là, tapie, prête à ressurgir. Mais entendre sa mère reconnaître ses limites allégea légèrement le poids qu'il portait. Il n'était plus seul à lutter. Cette idée, aussi fragile soit-elle, lui permit enfin de respirer un peu plus librement. Ils parlèrent de l'avenir, sans vraiment le définir. Caroline avoua qu'elle ne savait pas encore comment vivre sans Martin, qu'elle aurait besoin de temps, peut-être d'aide. Pablo promit de rester, mais différemment. Il comprit qu'il ne pouvait pas être son seul pilier sans s'effondrer à son tour. Cette lucidité nouvelle marquait un tournant, discret mais essentiel. Ailleurs, Yann se retrouvait acculé. Les questions de Johanna devenaient trop précises pour être esquivées plus longtemps. Elle ne criait pas, ne l'accusait pas frontalement. Elle se contentait de le regarder, d'attendre, comme si elle savait déjà que la vérité finirait par s'imposer.
Ce calme apparent était plus déstabilisant que n'importe quelle colère. Yann sentit que ses mensonges ne tenaient plus. Il se rendit compte qu'à force de vouloir tout préserver, il était en train de tout perdre. Sa fatigue, son trouble, ses silences parlaient pour lui. Il n'avait pas encore avoué, mais Johanna comprenait désormais que quelque chose s'était brisé entre eux. La confiance, une fois fissurée, ne se réparait pas avec des excuses approximatives. Lucie, de son côté, cessa d'attendre. Ce renoncement ne fut pas brutal, mais il lui coûta cher. Elle comprit que l'indécision de Yann était déjà une réponse. Elle se sentit triste, mais aussi étrangement lucide. Elle n'avait pas menti sur ses sentiments, et cette honnêteté restait sa seule certitude. Elle savait désormais qu'elle ne pouvait pas construire un avenir sur des promesses silencieuses. Muriel la soutint dans ce moment de bascule. Elle l'aida à voir que se retirer n'était pas une défaite, mais une forme de protection. Lucie accepta cette idée avec difficulté, consciente que tourner la page ne signifiait pas oublier, mais apprendre à vivre avec ce qu'elle avait ressenti. La mort de Martin laissait derrière elle un paysage émotionnel profondément transformé. Rien n'était réellement résolu, mais plus rien n'était ignoré. Les personnages se retrouvaient face à leurs limites, à leurs responsabilités, à leurs choix passés. La douleur demeurait, mais elle prenait une autre forme, moins violente, plus ancrée dans la réalité. Pour Pablo, le cauchemar ne s'était pas dissipé. Il continuait de porter le poids de ses pensées, de ses contradictions. Mais il n'était plus seul face à elle. Il avait cessé de se juger uniquement à travers sa culpabilité. Cette évolution, imperceptible pour les autres, représentait pour lui une première victoire silencieuse. Caroline, elle, avançait désormais avec la conscience que son deuil serait long, chaotique, imparfait. Elle savait qu'elle tomberait encore, qu'elle douterait, qu'elle regretterait. Mais elle avait compris une chose essentielle. Continuer à vivre n'était pas trahir Martin, c'était survivre. Ainsi se refermait ce chapitre sombre, non pas sur une résolution nette, mais sur une vérité plus profonde. La vie ne reprenait pas comme avant. Elle continuait autrement, marquée à jamais par une perte, des mensonges révélés, et des consciences mises à nu.